nous allons poursuivre sans attendre les autres, ce qui est fort peu solidaire. Mais c'est la realpolitik, hein, vous connaissez. Donc, je vais présenter la deuxième partie de cette table consacrée au cinéma, qui a été un des supports de l'expression des contre-savoirs, on va dire, des contre-discours, avec John Nieuwenhuis, j'espère que je l'ai bien prononcé, formé en droit et en sciences politiques. Il a commencé son parcours de chercheur en histoire de la construction européenne et en tant qu'assistant à l'Institut d'études palestiniennes, il a... européenne. Européenne. Ah, oui. je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas. C'est une coquille de ma part, sûrement. Ah, d'accord. Mais je précise. D'accord, ouais. d'accord. Donc, c'est l'Institut... C'est pas américain, c'est bien européen. Non, c'est ça. C'est à Bruxelles, c'est pas à Beyrouth. Donc, Institut d'études palestiniennes européen, que je découvre. Donc, l'Institut d'études européennes. Ah, oui, c'est ça. C'est pas palestinienne, c'est... Voilà. Autant pour moi. Alors, donc là, je suis en train de faire des interversions, translations de termes. Institut d'études européennes, palestiniennes. Pas de Palestine. Ah, il n'y a pas du tout de Palestine. Non, pas de Palestine. Alors, c'est mauvais pour la Palestine, je la raye donc de mon résumé. Il a animé les séminaires de master en méthodologie donc de cet institut, avec une spécialisation thématique sur l'étude des mouvements sociaux. Il bénéficie aujourd'hui du financement d'un fonds associé du FNRS. Donc FNRS, si je sais bien, c'est l'équivalent un peu du CNRS c'est ça, en Belgique. Pour la Belgique francophone, tout à fait. Pour compléter ses recherches doctorales concernant l'histoire sociale et culturelle des mouvements de soutien à la cause palestinienne en Belgique de 1967 à la seconde intifada. Au-delà de l'histoire des gauches, ses recherches touchent à l'intersection des faits politiques et religieux, à la dimension intercommunautaire, et bien entre parenthèses, John ? Voilà, oui, ça Ce n'est pas une coquille. Non. Intercommunautaire de la mobilisation, ainsi qu'à la politisation de l'information, des pratiques de mobilité et des modes de consommation autour de la question palestinienne. Sa thèse est en cours de rédaction et certains résultats intermédiaires ont déjà été communiqués ou paraîtront encore dans l'année. Donc nous allons vous écouter maintenant pour vos résultats du présent. Merci. 25 minutes. Merci beaucoup merci beaucoup pour les organisateurs et merci Sonia pour cette introduction. Je précise par rapport à ton introduction d'hier que je suis solidaire de l'archaïsme français en tant que Belge, parce qu'on a un gouvernement sortant qui s'est pas mal employé à pénaliser la solidarité avec les migrants. Donc voilà. Merci. No passerán, on est au bon endroit. Alors, vous connaissez peut-être le carnaval folklorique de Binche, avec ses Gilles qui jettent des oranges en buvant du schnapps. Et cette question, Binche serait-il plus proche de Jérusalem qu'on ne pourrait le supposer, est le teaser d'un téléfilm produit par la radio-télévision belge francophone en 1974. Il s'intitule « Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat ». Et dans cette histoire, l'oiseau, c'est Martine, une jeune ouvrière de Binche, qui part au Maroc dans le cadre d'un concours de beauté, un concours de Miss, et dont l'avion est détourné par des fédayines palestiniens, dont une institutrice du même âge qu'elle. Et comme ça, elle réalise tout d'un coup la réalité palestinienne. Alors, voici, si vous voulez, une sorte de fable un peu mystérieuse et censée, en tout cas comme on l'a compris, comme on l'a reçu dans la critique à l'époque, censée inviter la classe ouvrière belge à une prise de conscience politique à travers, je cite, cette rencontre de deux univers qui à première vue ne se recoupent nullement. Alors vous pouvez peut-être imaginer mon excitation lorsque j'ai découvert ce petit morceau de bravoure dans la télévision, dans l'histoire de la télévision belge, qui est une œuvre scandaleuse et totalement oubliée depuis. Et je dois vous avouer que j'ai pu étudier la genèse et la réception du film, mais que même la Cinémathèque royale de Belgique ne parvient pas à m'en retrouver une version. J'ai même pas un poster du film. De sorte que, de façon un peu démago, je ne peux vous offrir que l'image des Gilles, ou encore voilà, des ouvrières dans le textile à Binche,
pour vous aider au moins à vous représenter le contraste entre Binche, d'une part, et les camps de réfugiés au Liban, entre la réalité sociale belge, d'une part, et la révolution palestinienne. Alors, pourquoi est-ce que cette redécouverte, la redécouverte de ce film, devrait m'enthousiasmer ? Peut-être parce qu'en tant que chercheur, en tant qu'historien, on est souvent à la recherche de l'exemple suffisamment emblématique que pour pouvoir synthétiser des processus, des phénomènes assez complexes et les rendre intelligibles, les rendre accessibles au public. Et c'est précisément ce que ce film fait pour moi, si on songe aux questions qui sont peut-être les plus récurrentes en étude des mouvements de la solidarité internationale et que j'applique dans mon cas à la question des mouvements belges de solidarité avec les Palestiniens. Alors, si je synthétise, je dirais que cette première question serait: que motive un groupe à se mobiliser en faveur d'un autre groupe éloigné de plusieurs milliers de kilomètres ? Dans la littérature, on a postulé que c'est l'absence de perspective à l'échelle locale, comme pour la génération post-68, l'absence de débouchés révolutionnaires à l'échelle locale qui porte cette jeunesse à reporter ses espoirs sur un ailleurs exotique, fantasmé, dans une forme de connectivité mentale, si vous voulez. Avec du coup cette question, cette sous-question, que voit ce premier groupe dans l'autre quand il se regarde comme dans un miroir ? Alors, d'autres ont argumenté que cette connectivité, elle n'était pas uniquement mentale, mais qu'elle reposait aussi sur une mobilité, sur des vrais échanges qui démontraient au moins l'existence d'une communauté transnationale. Et si vous voulez, avec le cinéma, avec la télévision, et en particulier avec cette œuvre que j'utilisais en introduction, les deux explications se valent, selon moi. Dans une perspective matérielle, la capture des images sur le terrain et leur diffusion implique tous ces échanges très concrets, implique cette mobilité. Et puis, dans une histoire culturelle, on s'attachera plutôt à reconnaître que ces images sont à leur tour vecteurs de représentation. Et ces représentations vont affecter les pratiques militantes que j'étudie. Alors, je devrais même dire que l'image devient l'un des principaux vecteurs de représentation. La génération qui fait mai 68 en Belgique a été biberonnée aux images de l'Algérie et du Vietnam tout au long de la décennie, les conflits les plus médiatisés, en tout cas pour eux. Décennie au début de laquelle 3 écoles d'infocom, et je pense que c'est quand même assez emblématique, voient le jour à Bruxelles, en l'espace de 4 ans. Et donc, si vous voulez, bientôt, tout le monde veut faire du journalisme et du cinéma. C'est vraiment, voilà, on remarque que tous ceux qui s'étaient inscrits comme ingénieurs partent vers journalisme, Sciences Po, cinéma, etc., dans 67-68. Alors, c'est l'époque, si on y va à la grosse louche, de la nouvelle vague en France, et du renouveau d'un film documentaire très orienté sur les luttes belgiques, sur les luttes sociales en Belgique francophone. Et en quelque sorte, l'image, tant d'information que de divertissement, est à ce point intégrée à la culture populaire que dans ce domaine aussi, on commence à interpeller le consommateur sur sa responsabilité. J'avais pris l'exemple des premières, cette photo que j'ai retrouvée et dont j'étais très content parce qu'elle montre qu'on n'a pas attendu les campagnes Outspan sur l'Afrique du Sud pour investir ce répertoire dans la lutte contre Israël et pour les Palestiniens. Donc déjà en 71, campagne du Comité national Palestine de Belgique contre les oranges de Jaffa. Eh bien, autant consommer des oranges peut être problématique, eh bien, consommer des images au cinéma, par exemple, devient contestable et, de fait, devient contesté par cette nouvelle gauche. Il y a l'exemple de Comme un éclair. Ah, ça ne... De temps en temps, il y a... Oui. Faut attendre un petit peu, là c'est rouge. Essayez. C'est rouge, là ? Ouais. Hop. Voilà. Il y a l'exemple de Comme un éclair, le film de Jules Dassin, qui est projeté pas longtemps après la guerre des 6 jours. On est déjà après la bataille de Karameh et la popularisation du combat des Fédayines. Et on voit cette nouvelle gauche débouler dans le cinéma, interrompre la projection. On voit un peu plus tard les mêmes étudiants libanais et les mouvements gauchistes qui les accompagnent faire irruption dans un cinéma du centre bruxellois pour voler les bobines des bérets verts avec John Wayne au Vietnam. Ils vont balancer les bandes dans le canal, etc. Donc ça fait des tableaux assez cocasses. Au-delà de l'anecdote, moi ce que je veux vous montrer, c'est que le cinéma s'impose au répertoire d'action des militants et que c'est peut-être là qu'on voit le mieux cette prégnance de la culture populaire. Je vous en ai donné donc cet exemple-ci, je vous disais ça fait des tableaux assez cocasses. Moi quand je lis dans la presse que la police recherche les jeunes voleurs qui ont fui à Mobilette,
il y a un côté un peu pied nickelé. On se croirait un peu dans les valseuses. Voilà. On se croirait quelque part dans les valseuses. On imagine les types qui partent avec leur bande. Il y en a un qui me racontait qu'ils avaient un grand costaud dans la bande pour voler les bobines parce que c'était assez lourd. Voilà. Il y a aussi l'exemple de cet activiste accusé de vandalisme dans les mêmes circonstances, mais pour un cinéma à Liège, qui est interpellé par la justice et qui lui répond dans une lettre ouverte en se revendiquant du héros du récent Z de Costa Gavras. Et de nouveau, au-delà de l'anecdote, pour moi, c'est une illustration de la vision du monde de ce bonhomme qui se met en scène en train d'attaquer un cinéma. Et vision du monde dans laquelle les autorités de Liège deviennent la dictature des colonels grecs qu'il met au défi de projeter un film sur la Palestine, celui de Soulier. Alors ce jeu d'aller-retour entre action et représentation, pour moi, il est encore clair, je pense, dans l'exemple de ce jeune diplômé d'une de ces 3 écoles, qui est très influencé par ce cinéma du réel qui refleurit dans les années 60. On est en 69 quand il part filmer la guérilla palestinienne en Jordanie. Et arrivé à Amman, tout de suite il identifie son chauffeur à Sean Connery parce qu'apparemment il lui ressemble. Il prend pour nom de guerre Abou Kamera pour monter à l'assaut lors d'une incursion en territoire israélien et filmer tout ça. Donc on est, si vous voulez, de nouveau dans une vraie mobilité. Le bonhomme est en Jordanie, il est sur place pour recueillir les images, mais sans vraiment quitter un imaginaire filmique avec ses figures héroïques. Voilà un peu cet aller-retour. En même temps, ils ne sont pas seulement dans un répertoire d'action disruptif. Ici, cet exemple fait le lien avec le fait qu'ils sont aussi dans une démarche de produire leurs propres images et de les mobiliser. Dès 70, par exemple, j'en ai une illustration, il n'y a plus un meeting, il n'y a pas une semaine d'information sur la Palestine sans projection commentée de films ou de diapositives. Alors le profil des activistes qui animent ces séances est celui de jeunes étudiants belges et arabes, le plus souvent maoïstes, la Chine étant à l'époque cette puissance qui soutient les luttes dans les pays de la zone des tempêtes. Beaucoup de ces animateurs ont appris à se servir des nouveaux équipements d'expression et semblent même convaincus du pouvoir de l'image. À tel point, si vous voulez, que ça va vraiment devenir prédominant dans leur répertoire d'action. Et de nouveau, l'énergie qui est déployée à cet égard, à mon sens, nous dit autre chose de cette nouvelle gauche qu'on a souvent jugée, en tout cas dans le cas de la Belgique, désorganisée, inconséquente. De nouveau, je soulignerai le fait que ces efforts traduisent aussi l'existence de nombreux échanges transnationaux. Il faut s'organiser au sein d'une communauté transnationale. L'un des groupes les plus actifs est le Comité national Palestine, qui a fondé à Bruxelles un centre d'information sur la Palestine dès 1970. Alors on peut louer tout ce qu'on veut, de la littérature, l'organe du comité, mais aussi des films qui peuvent être loués, expédiés, avec le matériel de projection en kit et jusqu'à l'étranger. Tout est pensé. Il y a le prix de la location, on a des listes de films, la caution à verser quand on l'envoie en dehors de la Belgique, à la nouvelle gauche ouest allemande par exemple, les documents pour la douane, parce qu'il faut déclarer ces bandes de films, etc. Les animateurs du CNP ont établi pas moins de 60 fiches techniques de films, aidées par la documentation de l'Institut du film palestinien à Beyrouth. Certains de ces films sont en leur possession. Alors, comment est-ce qu'ils les ont obtenus ? Ils ont écrit aux ambassades arabes, pas toutes, parce que, par exemple, le régime d'Hassan II est évidemment à éviter. Aux ambassades de Chine, ils ont fait chou blanc la plupart du temps. Il a fallu s'organiser autrement. Certains ont rapporté des bandes du Liban où ils sont partis dans un voyage rencontrer les partis de la guérilla. Et puis surtout, ce que je constate, c'est que les liens les plus importants sont intracontinentaux. Donc, par exemple, on emprunte des bandes au groupe Cinéma Nouveau à Paris. Il y a des groupes similaires dans les pays anglo-saxons. Et la Belgique est intéressante en tant que petit pays multilingue, ouvert à tout vent, parce qu'elle centralise du coup des films anglo-saxons qu'elle ventile après vers la RFA. Et puis il y a les productions de son cru. Il y a un ou deux films vraiment bricolés, comme celui de notre ami Abou Kamera.
qui vont être diffusés par le CNP avec l'aide de, par exemple, l'unité de distribution et Bevrijdingsfilm, qui veut dire les films de la libération en néerlandais, qui sont des organisations militantes diffusant des films progressistes et révolutionnaires. J'aime beaucoup cette image que j'ai trouvée récemment parce que, en fait, de loin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un passeport belge. Donc, c'est une affiche de Bevrijdingsfilm. Ici, for the English speakers, we have the heraldic emblem of Belgium, but if you look closer, you don't have a lion in the center, you have a figure of Che Guevara. And he's imprisoned in the heraldic emblem, which, if you look closely, is made of barbed wire. So the crown, the whole symbol of the kingdom is made of barbed wire. So those are units who promote a diffusion of progressive and revolutionary movies. Avec cette idée vraiment que l'évolution technologique constitue une opportunité d'éducation populaire. Au sujet de l'apparition de la vidéocassette, par exemple, comme support, eh bien, je peux vous citer ce commentaire de 71. Je cite: « L'image du cinéma ou de la TV va enfin pouvoir échapper au moule d'un système de production et de distribution qui s'est lentement fossilisé. Elle pourra, si les organisations progressistes le veulent, échapper au monopole du pouvoir capitaliste. » Entre parenthèses, État, producteur, distributeur, etc. Fin de citation. Alors, le plus souvent, c'est le CNP qui prend l'initiative de ces séances d'information dans les écoles secondaires, les clubs de jeunes, les cercles d'éducation populaire. Alors ici, j'ai l'exemple, par exemple, This is at the ULB, a projection of Biladi, Une révolution, de Francis Reusser. And we can see that it's it's causing a lot of commotion. Pro-Israeli students are intruding, they try to forbid this to happen. Et encore une fois, les salles et les cinémas de quartier qui sont loués souvent par le CNP nous donnent une idée de son rayon d'action qui s'étend jusqu'à la banlieue anversoise de Borgerhout. Voilà, je souligne un peu comment il y a cette idée d'avoir une topologie sociale de la lutte en Belgique. Le quartier de Borgerhout qui concentre dès les années 60 une communauté immigrée marocaine de travailleurs, à tel point que l'extrême droite flamande rebaptisera le quartier de façon pas très fine Borgeroko. À Bruxelles, les salles que loue le comité jalonnent aussi des quartiers qui sont en passe de ghettoisation, avec une population de nouveaux immigrés, de travailleurs, déjà précarisés et qui fait les frais d'aménagements urbanistiques tout à fait antisociaux. On veut créer des centres de commerce, etc. On détruit, on relocalise pas mal de monde. Il y a des quartiers qui s'organisent en lutte urbaine, etc. Alors, pour les Français qui ont été touchés par des événements il n'y a pas si longtemps à Paris, vous vous souviendrez peut-être de Molenbeek, dont on a beaucoup parlé, et qui est un de ces quartiers qui souffre encore aujourd'hui qui concentre encore aujourd'hui beaucoup de clichés. Alors, ici, le moins qu'on puisse dire, on voit que le comité démarche des milieux immigrés marocains en priorité, c'est que le comité est ambigu dans ses objectifs. D'une part, il veut susciter une solidarité active avec les Palestiniens, et d'autre part, c'est clair qu'il vise le public le plus précaire et le moins susceptible de leur apporter une aide concrète. Il y a vraiment cette idée qu'ils ne veulent pas, en tout cas il y a ce discours qu'ils ne veulent pas utiliser la cause palestinienne pour susciter une révolution ou un soulèvement, mais qu'ils veulent informer. Et en même temps, dans un certain nombre de cas, dans des séances sur la Palestine, ils ne montrent pas des films sur la Palestine, mais ils vont montrer la bataille d'Alger, où ici on est dans une journée. This is organized in a Moroccan cultural home, cultural center, in the context of the 1st of May Workers' Day, and the whole information is about Palestine, but the movie they're showing to the children is Le Coq chante à minuit, which is a Chinese animation movie, revolutionary movie, pro-Mao. Donc voilà, c'est pas seulement une information sur la Palestine, et on doit plutôt comprendre qu'en tant que groupe à tendance à dominante maoïste, eh bien le comité veut sensibiliser des travailleurs marocains à la similitude qui existe entre leur situation et celle des réfugiés palestiniens. En poursuivant le parallèle des Palestiniens qui prennent les armes pour changer leur situation, eh bien, on doit aussi comprendre que ces militants veulent mobiliser le poids démographique des populations immigrées en faveur du parti marxiste-léniniste prolétarien qu'ils espèrent construire en Belgique.
privilégient donc dans leurs films les thèmes de l'exil et de la révolution. Alors ici, c'est Le coq chante à minuit, une image justement de ce film chinois. Pour ce qui concerne la projection dont je parlais à Borgerhout dans ce jour de février 1973, le comité projette le film égypto-syrien Les Dupes, qui est adapté d'un roman de Hassan Kanafani, Man in the Sun. On comprend pourquoi cette œuvre est présentée aux travailleurs arabes en Belgique. Il y est question de 3 réfugiés palestiniens de 1948 qui partent chercher liberté et prospérité au Koweït et qui meurent dans des circonstances tragiques et dans une indifférence généralisée sous le soleil dans le désert. Et on a ce dernier plan qui est terrible et qui convoque cette sentence, je cite, « Et mon père a dit un jour, un homme sans patrie n'aura pas de tombe dans la terre, et il m'a interdit de partir. » Fin de citation. Donc pour les 107 minutes que dure le film au cinéma Century à Borgerhout, eh bien le thème de la migration forcée unit les 3 protagonistes du drame aux spectateurs maghrébins. À d'autres travailleurs marocains particulièrement, qu'on sait dans le cadre d'un scandale qui a éclaté, particulièrement exploité et livré à la merci des marchands de sommeil, le comité vient cette fois-ci présenter Biladi, une révolution, de Francis Reusser que j'évoquais. Voilà, on leur propose à la sortie toute une littérature sur la Palestine, on recueille leurs impressions pour les publier, et censé informer sur la bonne réception du film. Et en fait, j'ai découvert que les témoignages publiés par le comité ont été réécrits par ce comité, afin de pouvoir mieux communiquer que les travailleurs avaient bien compris, je cite, que leurs frères palestiniens luttent les armes à la main et que le pays qu'ils construiront après la victoire n'enverra pas ses fils trouver du travail en Europe pour servir des patrons capitalistes. Donc quand j'ai lu cette version dactylographie, je me suis dit, ça m'a l'air trop beau. Ce discours, déjà tout politisé, tout fait. Et j'ai retrouvé entre-temps, dans les archives, la retranscription originale des témoignages par un militant arabophone qui interrogeait les ouvriers et qui suggère dans ses notes au comité de commenter, je cite de nouveau, de commenter ce qui a été dit par les amis marocains et de rapprocher leurs revendications et surtout l'exploitation dont ils sont les sujets à la cause palestinienne dans le but de donner à la dernière intervention une couleur différente de ce qu'elle représente en réalité. Et ce qu'elle représente en réalité, c'est ceci. Donc, dans les notes originales, ce travailleur, il dit « Pourquoi ne voulez-vous pas faire connaître aux Belges nos problèmes ? Les Palestiniens vivent sous les tentes. Nous vivons à 5 dans une petite chambre. Je me demande si un jour on voudra bien s'occuper de nous. » Voilà, qu'est-ce que cet épisode doit nous aider à conclure sur ces pratiques ? Eh bien, moi, j'ai trouvé qu'il nous donnait peut-être un indice de l'impact qu'a eu le cinéma sur la génération de ces militants, qui sont quand même des petits bourgeois, le simple fait qu'ils soient passés par l'université, l'impact que le cinéma a eu sur eux, mais sur eux beaucoup plus que sur le public qu'ils cherchent à mobiliser. De sorte qu'ils ont peut-être surestimé la capacité de l'image à rapprocher la question palestinienne des enjeux de lutte sociale en Belgique. Les publics auxquels ils présentent ces films n'ont pas forcément leur représentation souvent dogmatique d'un internationalisme prolétarien et ils sont souvent plus inquiets de leur situation matérielle immédiate et non sans raison. Alors l'expérience s'arrêterait là, je suis toujours dans les temps. J'ai été passionnée, j'ai pas suivi. Je suis à 24 minutes, donc j'ai noté. Je vais essayer d'arriver à la conclusion. Ça s'arrêterait là, sur ce constat un peu en demi-teinte, sur ce demi-échec, sans notre amie Martine de Binche et son concours de beauté, à qui je reviens avant de terminer. Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat m'avait semblé une bonne introduction, toujours avec mon image un peu démago ici pour faire le lien avec Binche, mais aussi un bon épilogue. Pourquoi ? Parce que ce film solde l'héritage de notre épisode révolutionnaire. C'est une œuvre qui consacre à une autre échelle le lien entre les Radical Sixties et entre le renouveau d'une image engagée et jusque dans les services publics. Ces auteurs sont des cinéastes, des journalistes qui comptent parmi ces jeunes qui ont été marqués par les luttes sociales et l'actualité internationale des années 60 et dont plusieurs se sont fait recruter entre-temps dans les services publics. Ce n'est pas le fait d'une tactique d'entrisme, c'est vraiment un renouveau générationnel qui est venu irriguer le service public. Et quelque part, ce film dont je vous parle est le produit de ce phénomène. Et je pense que c'est ce que la presse satirique souligne quand elle moque le scénariste du film qui, je cite, a troqué son pull Mao en smoking d'esthète pour présenter son bébé dans les festivals. Le scénariste, en l'occurrence, c'est Pierre Mertens.
Il était assez connu, même en France à l'époque, peut-être moins aujourd'hui internationalement. C'est un juriste et un activiste, mais surtout, à l'époque, l'un des jeunes romanciers les plus en vue dans la Belgique francophone, qui est en pleine crise identitaire. On est dans une phase de fédéralisation, on est dans une phase de crise sociale, de crise socio-économique. Et Pierre Mertens, c'est de ces auteurs qui définit l'identité belge, l'identité du belge francophone, par ailleurs, comme tiraillée entre régionalisme et internationalisme, de sorte qu'il vit dans son pays comme un exil intérieur, un peu comme un Palestinien en pays arabe, si vous voulez prolonger l'analogie. Et pour moi, c'est cette similitude que vient consacrer le téléfilm, qui porte une réflexion sur l'identité beaucoup plus qu'il n'appelle à la subversion. Il s'agit pour moi d'une œuvre qui est charnière, en ce sens qu'elle est le premier exercice en ce sens, qui est annonciatrice, cette œuvre d'un cinéma, de nouveau au sein de la RTB, porté par la même génération, comme celui de Michel Cléfy, dont la critique reconnaîtra bientôt que dans sa manière d'aborder la question palestinienne, il est sans démagogie et ne laisse aucune place à un discours politique triomphaliste et surplombant que les films militants, quand ils sont mal faits, ont l'habitude de vouloir susciter. Charnière donc, cette œuvre, parce que Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat prolonge. On voit donc qu'on a intégré quelque part les thèmes de l'exil et de la révolution qui sont inspirés du third cinema, du cinéma du tiers-monde, mais qui cherche à les aborder avec une autre maturité que dans le discours des maoïstes. Pierre Mertens écrit en introduction de son film « Ceux qui luttent pour leur liberté ne nous demandent pas toujours de les comprendre, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer ». La réception est assez partagée. Je vais passer un peu sur la voilà, ouais. Je vais couper simplement pour vous montrer à quel point c'est charnière. Il y en a qui trouvent ça génial, que vraiment le génie du film est de nous montrer de manière nuancée le scandale du confort occidental face à la violence dans ces pays, tandis que d'autres le tiennent pour une mièvrerie partisane, une œuvre de propagande, ou encore un film à thèse financé à bon prix par la télévision d'État. Et nul n'est prophète en son pays, et justement, c'est surtout en France que le film a le plus de succès. Quand il passe, pas si loin d'ici, aux journées de télévision d'Aix-en-Provence, eh bien, les réalisateurs français qui se disent encore victimes de la censure, on n'est pas si loin après l'ère de Gaulle, encensent le film et trouvent génial la petite télévision d'État belge comme un exemple de télévision adulte et audacieuse. Et on voit ainsi que cette manie qu'ont les Français d'exagérer le génie artistique belge ne date pas forcément d'hier. À l'époque, ce qui ne leur apparaît peut-être pas, c'est qu'un tel film ne peut voir le jour en Belgique qu'en raison du tiraillement de la Belgique entre différentes communautés culturelles, entre différentes sensibilités politiques et réalités sociales. Autrement dit, la liberté du Belge, c'est aussi son errance, c'est aussi sa malédiction, qui la rend sensible à la cause palestinienne. Et si l'écran est ce miroir qu'on tend à la société, il faut relever avec Frédéric Socher qu'il y a une communauté d'approche d'une réalité wallonne et d'une réalité palestinienne. Ce qui explique l'intérêt des Belges pour les Palestiniens, ce qui rapproche ceci de cela, c'est peut-être en définitive que chacune de ces deux réalités renvoie à une identité en péril. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois vous remercier parce que je voulais commencer quelque chose, commencer juste en faisant une petite observation sur la distance, l'ironie que je trouve très présente dans la culture belge et cette espèce de surréalisme ultra précis comme au scalpel que j'apprécie toujours, et donc dont on a pu avoir la démonstration dans la présentation de ton travail. Je voulais juste remarquer que avec le cinéma, donc avec ta présentation du cinéma, se sont cristallisées des approches qui étaient latentes sur le propre questionnement épistémologique, c'est-à-dire on va aider les Palestiniens, donc on va leur faire leur discours, et quand les discours ne sont pas bien, on va les adapter et on va on va refaire le Palestinien, le latino-américain idéal
victime, bien sûr, l'enfant soldat, etc., dont nous, en Europe, nous avons besoin pour nos idées si généreuses et si solidaires. Et finalement, avec le cinéma, c'est tout le questionnement du colloque en disant d'où parle-t-on ? C'est-à-dire, nous parlons aussi de l'université, notre point de vue est situé, nous sommes blancs, plus ou moins blancs, mais quand même, etc., de la classe moyenne, de l'université. Et justement, il me semble très fort et très puissant d'avoir le courage aussi de remettre en question toute cette production épistémologique que nous sommes en train de fournir et qui est nécessaire, intéressante, je l'ai dit au début, mais qui est aussi une prise de risque. Voilà, je vous le soumets. Et il y a un terme qui est arrivé qui, à la fin et qui m'a semblé très intéressant. Et Olivier a parlé des groupes Medvedkin. Il y a un mot qui s'appelle charnière, enfin qui est apparu. Et Charnière est un film très intéressant aussi. C'est un film sans image avec du son qui se trouve à l'articulation de deux productions. Donc à Besançon, qui est dans l'ouest de la France, on peut dire que les mouvements de mai 68 ont commencé un peu là-bas, qui est un lieu où il y a une usine de production de tissus, de matières artificielles, de tissus, de textiles. Et ça s'appelle la Rhodiaceta, qui a été très importante aussi à Lyon. Donc à Besançon, les ouvriers se mettent en grève. Un responsable de culture populaire fait appel à Chris Marker, donc nous sommes bien dans le cinéma, pour venir tourner un film. Il tourne un film qui s'appelle « À bientôt, j'espère », qui est magnifique, etc. Il le montre aux ouvriers. Alors là, les ouvriers, un peu les Palestiniens de Besançon, pardon, les ouvriers marocains, pardon, de Belgique disent « Non mais ça, vous n'avez rien compris au monde ouvrier ». C'est pas ça. Alors, il n'y a pas d'image, il y a juste la bande-son. Donc, vous imaginez dire à Chris Marker que son film est raté. Il faut avoir l'inconscience et aussi, j'allais dire, l'impertinence du monde ouvrier, du monde populaire pour oser le dire. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne la caméra et on leur dit « Faites votre film ». Et le film qu'ils font, c'est autour d'une femme, et ça, je trouve, en plus, tout à fait significatif, et il s'appelle... Classe de lutte. Et Classe de lutte, alors, le premier était très beau, le deuxième était problématique. Et Classe de lutte est un portrait sublime d'une femme qui est entrée dans l'histoire du militantisme et qui vit à l'écran une métamorphose. C'est-à-dire, elle passe de femme filmée à femme protagoniste et qui devient syndicaliste. Et je trouve que cette transformation qui apparemment a été un peu ratée dans les projets palestiniens, elle existe. Et le film entre les deux, il s'appelle Charnière. Et je crois que vraiment, ce que tu nous as présenté est à la charnière du colloque. C'est la session 3, c'est la 3e session, la third session, qui justement, c'est une session tierce. Et évidemment, le tiers-état est toujours dangereux. Donc je voulais quand même souligner cet aspect tout à fait intéressant et qui arrive au bon moment, je crois, du colloque. Je vous donne la parole. Alors, je profite que je vais vous poser juste rapidement. Première chose, même stratégie faite par Elena Lumbreras, Cine Colectivo de Classe, il donne la caméra aux travailleurs pour qu'ils construisent leur propre discours sur la lutte. Mais ma question était sur les rôles du PLO. Parce que quel a été le rôle, le PLO a été extrêmement important pour fédérer la cause palestinienne. Et a eu aussi, je voulais demander, parce qu'il y a eu une exposition en 1978 à Beyrouth en solidarité avec Palestine qui a été organisée à travers les réseaux du PLO. Et le PLO aussi, et la cause palestinienne, a eu des chutes très fortes à cause de la situation du PLO par rapport à Israël qui a attaqué, a presque tué toutes les dirigeantes aux années 70 et comment ça a changé en Belgique parce que moi je ne les connais pas. Et maintenant je passe la parole à Christina. So you're going to help me out, John, because I'm remembering what I read and my notes are not with me, but you mentioned at one point this just sort of like I don't know if dialectic is the right word, but play off of a documentary versus fiction.
Could you say more about that? What is that relationship? Because I think that's sort of at the heart of this struggle of representing the struggle class, homme de classe, and the documentary versus montage. It is also the documentary versus the fiction, and how you reframe and represent a new realism. Je voulais dire une chose, j'ai le micro. D'un point de vue méthodologique, il y a peut-être une chose utile. Alors en fait, vous voyez, en Allemagne, on parle souvent de, comme c'est le cas de la France aussi, comment dire, du tiers-mondisme des années 60 comme d'un écran sur lequel on projetait les besoins des jeunes Allemands de l'époque sans aucun lien avec la réalité, que ce soit l'Iran, qui était un thème très important en Allemagne à l'époque, ou la Palestine, etc. Et en fait, un historien qui s'appelle Slobodian, un Américain, a montré comment, et ça c'est, je pense, peut-être intéressant pour la Belgique aussi, à quel point les étudiants iraniens, arabes, étaient en Allemagne, et parfois étaient très présents dans la lutte. Donc, c'était un très bon argument pour dire, mais certes, il y avait une dimension de projection, c'est clair, mais il y avait des connaissances qui étaient amenées par ces étudiants même. Donc, on ne peut pas faire semblant que ce soit juste, soit on est des connaisseurs, soit alors c'est la projection. En fait, il y avait plusieurs niveaux, plusieurs degrés de lien, en fait, réel. Okay, I would say the last, because if not, Ok. Merci John pour ta présentation. Je me demandais si tu pouvais nous parler du titre de ce film, qui me semble en fait avoir une dimension assez poétique et à la fois un peu violente. Je sais pas, qu'est-ce que fait ce chat? Est-ce que d'habitude il mange les oiseaux? Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu sur ce titre dans les notes que tu as pu voir, puisque tu n'as pas vu le film et on ne le verra peut-être jamais. Merci. Merci beaucoup. Ok, je vais commencer par répondre en français et puis quand j'arrive aux questions en anglais, rappelez-moi de passer à l'anglais, d'accord? Well, in fact, I'll try to address this in English. I think it'll be easier. Well, thanks a lot for your comments. I can see definitely the link between this movie that the workers tried to do, in the sense that I think they attempted to do the same with Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat. It's really the journey of that worker, that young female worker, who wants to be emancipated from the world without a horizon, and the only way she finds is through a beauty pageant, which is indeed a surrealistic way, a sarcastic way to point that the only way is through entertainment and kind of capitalist institutions and stuff. And through her journey, she realizes that she becomes empowered, really. And this is perhaps the link to your question, Stephanie, Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat. It's very suggestive, but this is really in the comments that they made about their intention, the authors and Pierre Mertens, because he's the writer in this case, stressed that they wanted to emphasize that this young worker would become aware of her situation and become aware of the larger international context that she's in. And so it's not to say that we should take arms with the Palestinians, but that things are more complicated and that I can become an actor in understanding how the world goes on. Now, of course, the critics were very happy about the title because they reused it in their own papers. For instance, in France, it was Histoire d'un monopole qui n'était pas pour l'État, to praise how this was a testimony to
the independence and the daring trial of the daring energy in the public state television in Belgium. But there were also, the pro-Israeli organization complained about this being propaganda and talked of what kind of bird it was. Was it an eagle or a dove? So that there was a lot of play words. But that's really what it tries to convey. As for the link with the PLO, 1978 is also, I believe, the time of a grand rock and roll tour of the PLO throughout Portugal, which has been where the Communist Party organizes a wide international conference after the revolution, and so it's the time for Yasser Arafat to go on a rock and roll tour, and they need that because. Indeed, I think Histoire d'un oiseau qui n'était pas pour le chat is also charnière in that sense that we're after the October War and we're at the beginning of the Lebanese War, and we after Yasser Arafat has been to the United Nations to convey that they were going to make concessions, that they had given up on liberating the whole of Palestine. And so it was really a tricky time for the PLO. And I think this is what the tone of the movie conveys. The time is not right anymore for, I was quoting a critic who was talking of triomphalisme. It cannot be a triumph type of discourse about the revolution, because we know that the Palestinian revolution is in fact in difficulty at that time. So I think this also expresses how movies shift from talking and emulating the revolution to really reflecting on more subtle questions on identity and mobility and really where we stand in between two countries when we're in exile. The link between reality and fiction, indeed, is something I left out of my presentation, but I was in my paper. I can see you read me. Thank you. This was a strong critique on the film because it integrated the repertoires and the codes of a revolution and the themes of a revolution in exile, but also it incorporated this renewed tradition of a social documentary film in the French-speaking Belgium of the 1960s. So what they did here is really to kind of blur the limit between documentary ideas. So they went to Binche interrogating workers and total fiction. And they also, with public money, went to camps, Palestinian camps in south of Lebanon, in a school to film this actress who were playing the teacher. And so, of course, those who considered that this was kind of a propaganda, pro-Palestinian propaganda movie, were a strong critique of this, because they thought it was really dishonest to mix reality and fiction, so that the uninformed spectator wouldn't be able to. This is, and the people behind the movie are those behind a TV show that has become really famous also in France, which is called Striptease. Quite controversial because also it blurs the line between the narrative. It's like a voiceless documentary, but at the same time the narrative of how it's cut and filmed is quite strong. So it's been very controversial, but at the same time very stimulating, I think, in this tradition of Belgian film. And lastly, about Slobodian, he's a big influence actually on my work and one of my colleagues who work in South Africa. And really, his work has incited me to go on and keep looking for the Moroccans, because for years in my research, I couldn't find them. Really, all the archives that I had were about the leftist movements, the big left-wing figures, the progressive organizations who were talking for the Palestinians and often for the immigrants, but I couldn't find the voice of the immigrants.
So finally, it's through these archives that I find the participation and I find pictures with interactions with those populations, and I was really excited to finally. It's not yet, I mean, if we have to be critical, the voice of the Moroccan worker, but I think we're getting closer, and we're starting to hear that it says something different when it sees the movie. So thank you very much. Yeah. Well, I'm assuming the time is out, so yeah. Okay. Donc je vais présenter l'intervention suivante et l'intervenant, Olivier Adouchi, qui est chercheur associé à l'IRCAV. L'IRCAV est le laboratoire de recherche de Paris 3 en études cinématographiques. Il est également programmateur indépendant. Donc Olivier Adouchi a présenté sa thèse donc, à Paris 3 et sa thèse s'intitulait portait sur les cinémas des luttes tricontinentales, 1965-1975. Donc, nous sommes vraiment au cœur du sujet. En raison donc de son statut de programmateur que j'ai signalé au début, il intervient dans des festivals de cinéma internationaux, pour des musées également, des centres d'art en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Il est l'auteur d'un ouvrage Kinji Fukasaku, un cinéaste critique dans le chaos du XXe siècle, et donc chez l'Harmattan, et d'un livret pour le MOCA, Musée d'art contemporain de Belgrade, sur la solidarité des reporters d'ex-Yougoslavie avec la guerre d'indépendance algérienne. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs sur l'essai, autour de Chris Marker, dont nous venons de parler, Raymond Bellour et Jean-Michel Frodon, sur les cinémas engagés d'Amérique latine, sur les cinémas engagés du tiers-monde, sur la solidarité entre Prague et le Sud. Il a conçu donc des cycles de programmation pour le bal. Donc c'est à Paris. Alors c'est le bal, c'est au musée Saint-Pierre, c'est ça ? C'est un espace de photo. Ah d'accord. Pour le musée Reina Sofia, la galerie ZDB à Lisbonne, Bandit Image à Bourges. Donc Bandit, c'est un ladron, un golfo, a thief. Pour le cinéma aussi international du film Damien. Je vous laisse la parole, vous avez 25 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation qui me permet donc aussi d'appréhender ce travail sur la tricontinentale et ses dérivés avec un point de vue un peu autre. J'aime bien toujours, de même que l'expérience qu'on avait eue à Ljubljana avec Bojana ou d'autres types d'interventions comme ça, permettent d'avoir un autre regard sur le sujet. Et c'est très intéressant aussi d'avoir ce type de double regard. Voilà. Pardon, en fait, alors ça va être en français. Je vais montrer des images et je vais montrer aussi des extraits de films. Et excusez-moi, il y a un petit temps là d'adaptation pour mettre les fichiers en fait avec les films et les images. Donc cinéma et lutte de libération tricontinentale. Oui. Merci. Oui. Merci. Donc cinéma et lutte de libération tricontinentale. Alors un petit rappel historique, c'est qu'on oublie souvent en fait le rôle du cinéma dans la tricontinentale. C'est comme on le sait, la tricontinentale s'est tenue à La Havane en janvier 1966, mais l'opposant marocain et leader du tiers-monde qui avait de très bons contacts à Prague, mais aussi entre les Chinois et les Soviétiques, a pu en fait faire la jonction. Il avait aussi très bon rapport avec Nasser, avec l'Algérie aussi, et donc il a pu faire une jonction. Et on oublie souvent que c'est une sorte de premier desaparecido, c'est un disparu, parce qu'il a été enlevé en 1965 à Paris, devant la brasserie Lippe.
Donc ça, on connaît un petit peu l'histoire. Donc le rôle important de Ben Barka dans la préparation de la tricontinentale, il y a même des affiches de l'OSPAL qui sont dédiées à Mehdi Ben Barka. Et donc, en fait, le leurre qui avait été posé était un film. Et c'est quelque chose qui était un petit peu oublié du scénario qu'on peut avoir, de l'histoire un petit peu tricontinentale. C'est qu'en fait, il y avait un projet de film qui devait s'appeler Basta, donc qui est en fait inspiré évidemment de l'extrait Cette grande humanité a dit assez, elle s'est mise en marche, de la seconde déclaration de la Havane, qui a été reprise aussi par Che Guevara à l'ONU au début des années 60, après Fidel Castro, donc ce fameux comment dire, discours et cette formule qui est devenue vraiment emblématique. Et donc il y avait l'idée de faire un film qui devait être écrit par Marguerite Duras, filmé par Franju, en fait Georges Franju, qui est un cinéaste un petit peu atypique. Et donc il y avait eu une espèce de montage, et c'était une espèce de leurre, ce qui avait permis d'attirer Ben Barka. Et c'est un film qui devait être monté, en fait, comment dire, qui devait être monté et montré en même temps que l'ouverture de la tricontinentale. Et c'est un film qui n'a jamais eu lieu. Et ça me permet de faire une petite parenthèse, c'est quand on fait l'histoire de ces cinématographies, bah c'est souvent une cinématographie en fait un peu manquante, un peu déficiente, avec beaucoup de films inachevés. Beaucoup de cinéastes notamment ont dû, lors de son exil, enterrer des films. Hein, je pense en Uruguay, Katia, les groupes Tupamaros qui ont entouré beaucoup de films, de copies 16, 35. La cinématographie du tiers-monde aussi, des gens comme Achugar, des grands passeurs, ont été arrêtés. Donc on est vraiment à une époque où le cinéma a une grande importance culturellement, qu'elle n'a peut-être pas aujourd'hui, mais dans les années 60, on est vraiment où on a une jeunesse qui est raccord avec la contre-culture, que ce soit aussi en Europe avec Bertolucci en Italie, avec la nouvelle vague française, mais aussi japonaise, des gens comme Milos Jankso, Skolimowski, évidemment Glauber Rocha, et une constellation vraiment où le cinéma est utilisé pour penser la société, pour penser le monde, et avec un film en fait québécois qui s'appelle Un chat dans le sac. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec Jean Narbonnier qui me disait, mais en fait, c'est vraiment cette image que Rivette avait adoptée, l'image d'une jeunesse qui est comme un chat dans le sac, littéralement. Et donc cette jeunesse qui est intempestive et qui est vraiment très agitée, dynamique, qui a envie d'un changement, et qui va se retrouver raccord avec pas mal de formes qu'on appellera contre-culture. Et je vous remercie pour l'intitulé du colloque, parce que ça m'a fait aussi prendre conscience, j'en avais conscience, mais de déplacer les liens qu'on tend souvent à opposer entre la contre-culture, les cultures alternatives et aussi celle du tiers-monde, qui permettent de faire une jonction. On a souvent parlé de convergence des luttes, et maintenant en France, quand on parle effectivement des groupes Medvekin de marqueurs, eh ben on a souvent tendance un petit peu à séparer les choses. Or pour eux, il y a vraiment une implication dans le monde ouvrier et le monde internationaliste, parce que c'est vraiment l'argument central qui a été fait effectivement contre le tiers-mondisme. Par exemple, une figure comme Bruno Muel est très importante. Bruno Muel était donc une des chevilles ouvrières pour former, pour donner les caméras, pour le point de vue technique, hein, parce que c'était eux effectivement qui mettaient un contenu. Mais est une figure très intéressante, que Bruno Muel, qui est un technicien, a commencé par filmer Algérie, année 0, avec Marceline Loridan Evans et Jean-Pierre Sergent. Ensuite, il va aller en Colombie, il va faire un film sur Camilo Torres, Rio Chiquito. Ensuite, il va aller en Centrafrique, il va faire Sanga. Et il va faire ensuite, en 73, Septembre chilien. Donc, c'est vraiment des figures qui ne sont pas, en fait, des figures d'auteurs consacrés, mais des figures qui sont extrêmement importantes, qui ne font pas partie de la tricontinentale, comme les documentaires un petit peu plus connus de Santiago Alvarez ou autres, mais qui ont vraiment, un apport réel, en fait, et qui sont des figures comme René Vauthier, qui pendant longtemps en France, vont être des figures qui vont être minorées, extrêmement minorées, et qui, avec un regard tricontinental, permettent en fait de le remettre en avant. Alors, donc volontairement, je fais pas des rappels comme on connaît un petit peu le contexte historique bien ici dans ce que j'ai entendu, et bon, par les intitulés de la tricontinentale, donc je vais pas faire des rappels, disons, qui sont déjà connus ou très évidents. Alors je vais essayer de déplacer un petit peu le curseur par moment. Alors, voilà. Donc c'est de faire un petit peu un retour en arrière sur la genèse et le contexte de l'apparition de la tricontinentale. Donc il y a évidemment la conférence des non-alignés à Belgrade, hein, qui va être une réunion, en fait, très souvent, et c'est l'apport que me rappelait le fils Ben Barka quand on avait travaillé sur ça, c'était vraiment l'idée de créer, en fait,
la Tricontinentale se veut pas simplement une organisation officielle, mais aussi, une organisation de peuple. Donc on ne parle pas aux organisations, aux États, mais au peuple. Ce qui permet d'intégrer l'Amérique latine. Parce qu'on peut vraiment se demander, l'Amérique latine a connu son indépendance, au XIXe siècle. Comment est-ce qu'on va rattacher l'Amérique latine à cette espèce de ce grand ensemble qui est le tiers-monde ? En fait, c'est par l'idée d'une seconde indépendance que va vraiment incarner Fidel Castro en 61, avec le discours de la Havane, avec le discours aussi de nationalisation des terres, de réappropriation. Il y a aussi bien sûr les théories de la dépendencia qui vont être très importantes et qui vont dire, mais regardez, l'Algérie, le Vietnam, les pays d'Afrique, il y a un processus de libération, mais l'Amérique latine, ça fait plus d'un siècle qu'on est prisonnier dans une forme de néocolonialisme. Donc il y aura une théorie qui va être réappropriée de manière très intéressante et donc de permettre cette association tricontinentale et d'intégrer l'Amérique latine. Il y a aussi Les Damnés de la Terre qui est paru en 1961 donc aux éditions Maspero. Il y a aussi des passeurs un petit peu très importants, un petit peu oubliés, comme on avait cité ce matin donc l'Argentin Massetti, qui a été vraiment le fondateur de Prensa Latina, mais qui a été en Algérie proche des combattants et qui a vraiment mis en relation les noticieros de l'ICAIC. Dès 1960, ils sont avec les maquisards du FLN, ils tournent des films très engagés. Donc il y a vraiment un axe Cuba, La Havane, Alger qui naît à ce moment-là. Dès 1960, avant même l'indépendance et dès l'acquisition, donc la révolution cubaine, il y a une revue qui est très importante qui s'appelle la revue Partisan, qui est publiée par Maspero. Et ce qui est intéressant, et ça c'est une spécificité aussi assez française, et il faut avoir un regard critique, c'est qu'en France, il y aura une édition Tricontinentale. Mais Maspero, en fait, va publier Partisan. Pour moi, en fait, il y a 3 revues ou 4. Il y a aussi la revue Souffle au Maroc. Il y a Révolution africaine qui est publiée à Alger dès 1963. Donc, on parle des mêmes personnes. Hein. C'est toujours Ho Chi Minh, Che Guevara, Douglas Bravo du Venezuela, qui est à l'époque quelqu'un de très important. Évidemment, le Che, d'autres personnes. Mais ce qui fait l'identité vraiment du Tricontinental, c'est pas les textes. Les textes, ils circulent partout. Enfin, pas partout, mais ils circulent partout dans cette constellation. C'est vraiment l'identité visuelle. Or, Maspero, c'est vraiment un homme de l'ancienne école. Son référent, c'est pas l'aspect visuel, c'est vraiment l'écrit. Donc c'est l'étang moderne, c'est la revue Esprit. Donc quand il va publier Tricontinental en France, il va complètement gommer l'aspect visuel et graphique. Et il y a un historien qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet, qui a beaucoup fait pour dénoncer la torture pendant la guerre d'Algérie, et qui disait, mais finalement les intellectuels français, la guerre d'Algérie, ils sont encore dans l'idée un petit peu, presque du XIXe siècle, presque l'idée de Zola. Pour eux, c'est une bataille de l'écrit. L'image, en fait, n'est pas tellement acquise. À part chez certains cinéastes, mais qui ne sont pas très connus, comme Yann Lemasson, Vautier. Maintenant, il y a des travaux, mais qui, à l'époque, qui sont beaucoup moins connus qu'Alain Resnais, qui fera un film beaucoup plus tard, qui est Muriel, ou ce genre de choses. Alors, par contre, il y a des choses qui sont importantes, qui vont servir de matrice à la Tricontinentale. C'est vraiment le rôle, pendant le FLN, il y a le pouvoir de l'image. L'Algérie comprend très vite, parce qu'il y a un isolement qu'il faut créer, et la Yougoslavie, pour d'autres raisons, c'est un petit peu la même chose, et Cuba aussi, c'est que parce qu'on est isolé, il faut créer un réseau international. Il faut sortir en fait de ses propres limites, parce qu'on est dans un environnement qui est très difficile, donc on va énormément jouer un procédure d'identification, et on va chercher des recours partout, avec des fois des éléments qui sont un petit peu généraux, comme des mises en avant de thèmes généraux, pour justement avoir un côté assez pragmatique. Alors là, je vous montre justement des extraits de la revue Partisan. Alors vous voyez, c'est un graphisme. Là, il y a quand même une photo en couverture. Premier numéro, c'est vraiment Partisan, c'est né aussi vraiment d'une idée de revisiter un héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance. Hein. Et là, on voit ensuite donc une photo qui est tirée d'un film qui s'appelle J'ai 8 ans, dont je vais bientôt parler. Alors voilà, on voit encore... là, on voit que c'est l'imagerie un peu de la gauche traditionnelle. C'est pas la nouvelle gauche, donc c'est l'effet masse qu'on verra des fois un petit peu 68, c'est-à-dire que je mobilise dans la rue, je mobilise énormément, je mets une grande pancarte, c'est un petit peu, disons, la gauche un petit peu classique dans sa représentation. À droite, on voit donc la figure du guerriero, avec déjà un intérêt sur l'Afrique, gauche occidentale, Amérique latine. Révolution africaine, donc comme je disais, c'est à peu près les mêmes références. On voit Ho Chi Minh, on voit Frantz Fanon. Donc c'est un hebdomadaire qui va durer plusieurs années et qui va être très internationaliste, qui va être basé à Alger. Mais à l'époque, il y aura beaucoup de correspondants étrangers. Donc Che Guevara donnerait une interview, la veuve de Frantz Fanon, ce genre de personnes. Et ce qui me semble important, ce qui est souvent oublié, c'est aussi la passerelle entre la figure du partisan
aux guérilleros. Donc en fait, on va transposer le thème de l'antifascisme à l'anticolonialisme. Pour Maspero, alors il y a aussi quelque chose d'un petit peu sous-jacent, ça va être la guerre d'Espagne. Et il y a une personne qui disait, en fait, qui était une historienne, hein, Jeanne Favret, qui disait « Le soutien à la défense algérienne a été un petit peu notre guerre d'Espagne ». Donc on voit à gauche un cinéaste yougoslave d'ex-Yougoslavie, donc Labudovic, et à droite on voit Basil Davidson, en fait le grand historien britannique de l'Afrique, qui avec Agustino Nieto, avec une Kalachnikov en main, et Basil Davidson, en fait, a très vite compris les enjeux de la décolonisation, et on oublie souvent qu'il a été parachutiste parmi les partisans auprès de Tito. Il a été envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui va être essentiel dans sa formation et dans sa compréhension du rôle de l'image, du rôle aussi politique. Alors là, je m'inspirais, il y a aussi Galkern qui a écrit, mais c'est un chercheur, en fait, et un poète, donc qui avait écrit ça, donc slovène, et qui a vraiment essayé de penser l'art partisan, hein, partisan art, avec des choses qui sont, je trouve, très intéressantes. Dans la notion de subjectivité, on n'oublie pas que la notion de tiers-monde, elle a été inspirée, elle est née par Ballandier, un anthropologue, et Sauvy, un démographe, et c'est calqué en fait sur l'idée du tiers-état. En fait, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que c'est que le tiers-état ? C'est celui qui n'est rien et qui veut devenir quelque chose. Donc cette dialectique de l'invisibilité et de la visibilité va être essentielle. Dans un contexte qui est très différent, qui sera celui de l'altermondialisme, le sous-commandant Marcos aura cette phrase où il dira « We had to cover our faces to be seen ». Et c'est cette dialectique qui me semble très importante au niveau symbolique et esthétique entre le visible et l'invisible. Alors là, on voit aussi un Yougoslave qui était en fait parmi les partisans. Et là, on voit, donc c'est celui qui a une moustache, et on le voit, donc c'est des photographies qui sont, il n'y a pas un sens esthétique très fort, très prononcé, qui peuvent sembler assez neutres, et on le voit, il est vraiment, alors on ne disait pas embed, mais il est vraiment parmi les combattants. Et là, on voit une identification absolue. Et là, on le voit, alors là, c'est presque un effet Laurence d'Arabie, où il porte un turban avec sa moustache, et il a vraiment l'air d'être une espèce de combattant, un guérillero, donc algérien. Très important aussi, c'est le rôle politique, parce que dans la tricontinentale, il y a tout le temps une insistance, et même une prédominance de la lutte armée, mais il n'y a pas forcément en fait, de victoire sur le terrain. Donc c'est avant tout aussi un pouvoir symbolique. Et là, on voit donc le même Yougoslave, qui est aussi sur le front diplomatique, avec Omar Uzdik, et Frantz Fanon, donc c'est en Tunisie en 1960. Et là, on voit un autre Yougoslave qui s'appelle Labudovic, qui a vraiment été quelqu'un qui est lié au mouvement non aligné et qui va être présent donc, en Algérie et qui va rester 3 ans, qui va former énormément de monde. Comment dire, à la fois, c'est une espèce de cinéaste commissaire politique, et lui, par contre, il a un sens immédiat vraiment de l'agitprop. C'est vraiment quelqu'un qui était aussi partisan antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a un sens visuel, contrairement au précédent à Petchar, extrêmement affirmé. Donc là, on voit avec un jeu sur les contrastes, sur les ombres, avec aussi une mise en relief, on sent vraiment qu'il a un sens esthétique affirmé, il a même un sens très idéologique. Là, on le voit en train de former quelqu'un, un militaire à l'usage de la caméra, et ensuite on voit la vieille image de beaucoup de mouvements de libération, qui est de dire en fait que le guérillero peut travailler la terre, et le paysan, évidemment, est aussi un guérillero. Donc ça, c'est une association assez classique. Alors, il y a aussi une production avec la tricontinentale qui est celle des manifestes, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a un manifeste qui a été un petit peu oublié, qui s'appelle « Pour un cinéma parallèle », et qui date de 1962, et qui est lié à un film qui s'appelle « J'ai 8 ans », et qui va, en fait, utiliser les enfants, mais pas comme des enfants soldats, mais pour montrer que pour séduire un petit peu un public, et pour toucher un public très très large, eh ben, on va jouer sur les enfants victimes de la guerre. Donc on va retrouver ça ensuite... les enfants, il y a un ouvrage qui va être édité chez Feltrinelli et chez Maspero, qui s'appelle Les enfants d'Algérie, qui sera censuré. Il y a eu aussi un livre sur les enfants du Guatemala, enfants palestiniens, c'est quelque chose de récurrent. Et c'est aussi une idée de Frantz Fanon. L'idée de Frantz Fanon était de permettre aux enfants de s'exprimer, de dessiner, pour surmonter le traumatisme, pour essayer un petit peu de se représenter le monde, et de vraiment, c'est comme une espèce de témoignage extrêmement subjectif, mais dans un sens émancipateur.
Donc ce manifeste a été écrit en fait en 1962. Le film date de 1961. Il a été tourné par Olga Polyakov et Yann Lemasson. Yann Lemasson, c'est un opérateur qu'on retrouvera ensuite avec Chris Marker dans Kashima Paradise, dans divers types de films, dans les groupes Medvedkin, dans plusieurs, plusieurs collectifs, plusieurs dynamiques. Mais ce manifeste est très intéressant parce qu'il est publié de manière anonyme. Il est publié en fait dans pas mal de revues, dans Partisan, dans Positif, qui est la revue rivale des Cahiers du cinéma, et dans Miroir du cinéma. Et ce manifeste, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il se dit qu'en France, le système... On fait un film qui dénonce la guerre, donc qui indirectement soutient l'indépendance algérienne, et donc c'est pas possible d'aller dans le circuit illégal. Donc on va créer un système parallèle à côté en fait du système commercial existant pour pouvoir distribuer le film. Et le film est montré de manière anonyme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce de critique implicite du cinéma d'auteur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des films collectifs. Ce sont des films collectifs. Il n'y a pas un auteur qui est au centre. C'est anonyme, c'est un technicien qui peut être réalisateur. Alors maintenant, on sait que le manifeste a été écrit par les cinéastes, mais aussi Paul-Louis Tirard, qui va être quelqu'un de très important dans la revue Positif, et qui va faire la jonction entre l'indépendance algérienne et puis Cuba, et une personne qui s'appelle Michel Firck, qui était la première critique française à écrire sur le cinéma cubain. Alors, il y a aussi le manifeste un petit peu après de Godard, qui s'appelle donc qui est inspiré vraiment du texte de Che Guevara, créé de nombreux Vietnam, Message à tricontinental, qui en fait a été publié en 67. Che Guevara l'a écrit en 66 pour la tricontinentale, mais comme il était entre le Congo et Cuba, ils se sont dit on va attendre qu'il lance l'offensive en Bolivie. Ils ont attendu, et en fait, on peut dire quelque part qu'on a souvent la tricontinentale en tête, mais l'année d'après, en 67, il y a l'OLAS, qui est l'organisation latino-américaine de solidarité, et qui va essayer un petit peu de redistiller, d'infuser le discours tiers-mondiste en Amérique latine. Et en fait, on a souvent une confusion des deux, mais le discours de créer de trois de nombreux Vietnam a été rendu public pendant l'OLAS. Alors là, je vais être volontairement un petit peu rapide, parce que beaucoup de gens en ont parlé, et c'est quelque chose que vous connaissez très bien. C'est l'apport essentiel des manifestes latino-américains, bien sûr, des gens comme Fernando Biri, des gens comme Glauber Rocha, qui a aussi écrit un manifeste qui s'appelle Le cinéaste tricontinental. Il y a aussi Solanas et Spinoza. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces manifestes vont pouvoir inspirer des cinéastes d'Afrique. Maroc, par exemple. Vers un troisième cinéma a été publié dans Souffle, dans la revue marocaine. Une revue d'opposition, vraiment une revue gauchisante, on peut dire, si je puis dire. Aussi chez les cinéastes palestiniens, parce qu'à l'époque, dans la question palestinienne, maintenant on voit ça comme un conflit entre Israël et Palestine, un conflit national. Mais à l'époque, il y a cette idée un peu de zone des tempêtes. Donc c'est un mouvement aussi révolutionnaire, où les femmes sont mises en avant, il y a vraiment l'idée d'un changement social. Et c'est très important. Donc le cinéma, pour eux, ça va être très important, cette idée d'un troisième cinéma, chez les cinéastes palestiniens. Alors, je voulais un petit peu parler à quoi répondre, selon moi, en situant un peu le discours, cette affiche de propagande qui était en pleine époque de la collaboration d'Éric Castel, où on voit un tiers-monde complètement figé, soumis à l'Empire. 3 couleurs, un drapeau, un empire. Donc là, on est vraiment dans le colonialisme figé, quasi massif. Ils ont des têtes un peu de pierre, quoi. C'est comme si l'Empire était éternel, était de marbre et d'acier. Voilà. Mais ensuite... Donc, quelque part, les images de la tricontinentale sont des démentis cinglants à cette représentation. Ils vont complètement reprendre l'idée du tiers-monde, mais en inversant complètement les codes et en montrant un rôle actif. Je voulais parler ensuite un peu de l'idée, chère Ortiz, de transculturation, en montrant comment est-ce que, avec une esthétique très pop art, on reprend Lénine, on fait un Lénine africanisé. Donc, évidemment, les posters, l'imagerie de la tricontinentale pour les affiches de films. Il faut savoir que Rosgard, le directeur artistique de l'OSPAL, a fait aussi beaucoup de films de cinéma. Je voulais parler de Now, qui est presque un vidéoclip en fait, de 5 minutes, avec une chanson de Lena Horne. Ensuite, donc, parler de la manière dont certains textes ont été travaillés par des cinéastes, par des films, de manière extrêmement dense et des fois presque plastique.
Alors ça, hier, on avait vu la photographie du cinéaste, du combattant vietnamien. Et là, en fait, ils ont pris la même photo et ils ont mis la tête de Mario Handler, donc le cinéaste uruguayen. Et ça, c'était le logo de la Cinémathèque du Tiers-Monde. Et ils ont donc mis sa tête et ils ont collé en faisant une espèce de sérigraphie. Je voulais un petit peu parler d'une personnage de passeur qui a été aussi dans la décolonisation algérienne, qui a distribué G8 ans, qu'on a retrouvé ensuite à Cuba, et qui va écrire les premiers articles, qui va être très proche de Santiago Alvarez, et qui va ensuite s'engager au Guatemala, et qui va avoir un rôle de passeur très important. Quand elle meurt, la Tricontinentale fait une pleine page, Ciné Cubano aussi. Le cinéaste uruguayen Hugo Olivet, qui au Venezuela va faire un article dans Marcha. Et là, on voit par exemple la Primera Carga al Machete, qui est un film classique de la période cubaine, hein, très fanonien, très inspiré de cette idée aussi de la libération. Et ben, il est dédié à Michel Firk. Il y a aussi une histoire de cinéma de Godard. Et elle, en fait, a été au Guatemala en 67. Et en 68, elle fait partie d'un mouvement donc, révolutionnaire. Et elle va se suicider parce que la police arrive. Et elle se dit, s'ils m'attrapent, ils vont me torturer, ils vont me massacrer. Donc elle préférera se suicider pour ne pas parler. Et donc il y aura un hommage dans la revue Positif. Là, on la voit. En 68, elle revient à Paris. Et d'après l'anecdote d'une de ses amies, il y avait aussi Santucho, le leader argentin, et qui disait, mais je comprends pas, il n'y a pas de lutte armée à Paris en 68, c'est quelque chose qui est très démocratique, et il y avait une espèce de malentendu, en fait, qui se fait. Et cette photographie-là, c'est la dernière de Michel Firk, elle est faite en 68, et elle se dit, est-ce que je reste à Paris, ou je vais en Amérique latine? Et elle dit, bon, mai 68 est un mouvement sérieux, mais pour moi, l'histoire est du côté de l'Amérique latine. Et donc, elle va retourner au Guatemala, où elle va disparaître. Comme prolongement de cette image de la femme un peu guerriera, je voulais montrer ce film qui s'appelle L'heure de la libération a sonné, qui est très inspiré du troisième cinéma. Alors, Enis Rour est une cinéaste libanaise qui va être très pro-palestinienne. En plus, elle fait partie de la minorité juive du Liban, donc elle va souvent se mettre en porte-à-faux et vraiment, être vraiment dans la défense d'une espèce de féminisme. Ses amis la surnommaient Dolores. Et c'est une image qui a énormément circulé. C'est une image un peu qui est devenue presque iconographique, qui a illustré aussi un roman, qui est publié, traduit en français chez Actes Sud, et qui a donné lieu en fait à beaucoup de livres. Un livre aussi de Guy Henbel, qui a été un critique très important pour cette constellation en France. Et c'est presque des produits dérivés avec donc un disque de chant révolutionnaire. Il y a eu la même chose pour Angola, avec une photographe italienne qui a aussi joué un très grand rôle, qui a fait des films, et qui a fait donc ça. Elle s'appelle Augusta Conchiglia, elle vit encore, elle vit en France d'ailleurs, et elle a fait un film, un album photo, et si vous voyez le film de William Klein, Festival panafricain d'Alger, en fait on voit cette photographie. Il y a un livre aussi qui la met en couverture, il y a aussi un disque. Voilà, et pour terminer, je voulais aussi avoir quand même un regard critique. Et donc montrer, donc là ça c'est une photographie qui met en parallèle donc la Guinée-Bissau, le Dhofar. La photo d'Enis Rour a été prise dans le Dhofar, donc qui était une région du sultanat d'Oman, où il y avait une guérilla très radicale, très gauchisante, au Vietnam et en Albanie. Donc c'est pour montrer que l'association, la Tricontinentale en son esthétique, elle cherche toujours à créer un support et une ouverture. Alors là, pour conclure, je dois dire que je voulais parler aussi des films de Santiago Alvarez, où à chaque fois, il y a toujours un effet miroir. Si vous voyez le film, par exemple, 79 printemps, c'est Nueve Primaveras, et quand on voit, par exemple, des photos d'Ho Chi Minh, on entend la chanson de Silvio Rodriguez, La era está paliando en corazón, et il y a souvent un effet miroir. Quand il fait, par exemple, il va filmer la révolution des œillets au Portugal, à la fin, on voit Amilcar Cabral qui est là, un petit peu comme Ben Barka, qui est là sans être là, qui est une espèce de fantôme, d'apôtre de la nation, qui vient là, ou comme le Tché, et qui est un petit peu celui qui va cimenter, celui qui va mettre en avant. Mais il y a systématiquement cet effet miroir. Même quand il va tourner au Vietnam, Santiago Alvarez, il va trouver un écrit de José Martí qui s'appelle L'âge d'or, La Edad de Oro, et il va donc commencer avec une citation de Martí. Donc c'est pour montrer qu'à chaque fois, l'internationalisme et la représentation tricontinentale, c'est à la fois un support qui est pluriel et en même temps où il y a aussi une identification, une projection possible. Donc il y a sans arrêt cette dialectique. Donc comme le temps maintenant est terminé, je vais arrêter et vous remercier de votre attention.
Merci. Donc, merci Olivier pour cette présentation qui nous rappelle que les luttes se sont faites avec des images, la culture visuelle, mais aussi des sons. On se souvient, donc, vous avez cité la révolution des œillets avec Grandola Villa Morena, était une chanson, la chanson de ralliement de cette révolution des œillets. Donc, nous allons passer la parole au public pour des questions. Et ensuite, je terminerai en vous signalant sans doute un petit changement de programme, et on verra après le déjeuner. Merci Olivier, je suis super ravie parce que sincèrement cette intuition qu'on a eue aussi quand on a construit les projets de résistance partisane qui étaient reliés un peu, malgré les complexités, de relier les luttes des années 30 jusqu'à de l'antifascisme à l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme, tu l'as montré, et je suis ravie parce que c'était plutôt une intuition qu'une réalité, donc je vois que ça fonctionne. Et je trouve extrêmement intéressant comment tu montres ce pouvoir de l'image. Et il y a quelque chose, c'est dommage, moi je serais ravie d'écouter plus et de voir les films, mais aussi c'est quelque chose qui est apparu aussi dans la présentation des gens, non? Cette idée de relier les luttes et les relier à travers aussi de la construction de l'image et des sons, des citations. Mais j'imagine aussi qu'il y a quand même une certaine différence parce que dans les cas, malgré que tu as remarqué que la tricontinentale était basée beaucoup sur l'espoir et la construction d'un pouvoir, enfin d'un futur qui pourrait devenir, quand même, la tricontinentale a fonctionné en même temps comme un lieu de reliage des luttes réelles. À la tricontinentale se sont rencontrés des guerrilleros et des groupes politiques qui, après, Cuba a donné de l'argent ou a fait du training pour des guerrilleros ici, là-bas. Donc il y avait vraiment une implication réelle dans la lutte. Et après, quand même, il y a toutes ces constructions symboliques à travers de l'image. Donc, par rapport à ce qu'on a parlé avec John, non, qui semblait un peu déconnecté, non? Ici, je vois à la tricontinentale qu'on a ces côtés qui est beaucoup plus connecté et qui probablement entre en tension aussi, non? Parce qu'entre ces constructions de l'imaginaire et réalité des engagements de toutes ces batailles. Par exemple, Che Guevara en Afrique, c'est ça, enfin, c'était complètement raté. Après, il est allé en Bolivie et ça montre jusqu'à quel point cette solidarité était complexe de mettre en place dans les terrains. Oui. Bon, ça, c'est un commentaire que je pourrais faire, que c'est intéressant. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Merci aussi beaucoup, Olivier, de connecter les points, comme on dit en anglais, et aussi de nos échanges, parce que je remarque effectivement que ça me donne beaucoup de références un peu plus solides que les intuitions qu'on peut avoir parfois à l'approche des sources. Et en l'occurrence, voilà, je retrouve évidemment beaucoup de choses, la centralité de Maspero, tous les théoriciens antisionistes, trotskistes, belges francophones publient chez Maspero. Donc c'est qu'il n'y a pas d'équivalent quelque part chez nous à ce moment-là. Et donc c'est aussi, je veux dire, un point de ralliement même presque physique, parce que du coup Paris devient un pôle important. Moi j'ai été fasciné par ce qui me semble être un maillon manquant dans mon analyse, cette idée justement de Frantz Fanon et des enfants. Parce que chez moi, mes militants, quand ils ne présentent pas Le coq chante à minuit, ils organisent des concours de dessin et après ils les utilisent dans les expositions. Je me demandais si est-ce que c'est trop far-fetched, tiré par les cheveux, d'imaginer que cette idée-là a vraiment eu un écho tel, y compris en Europe de l'Ouest, que c'est rentré au point de devenir systématique dans les répertoires d'action des militants, parce que c'est quelque chose qui devient assez accru au début des années 70. Voilà, merci. Oui, pour l'échec du Che, il y a toujours quelque chose d'invisible et de visible, et c'est assez amusant parce qu'il y a un auteur mexicain qui avait écrit son carnet justement manquant sur l'Afrique, dans l'ancien Congo belge, où il a essayé de relancer un mouvement qui était réel. Il y avait un mouvement, il y a Pierre Moulélé, je veux dire, qui est vraiment un militant et qui va être
tué dans des circonstances extrêmement violentes. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'est des images, mais Lumumba est tué dans des circonstances affreuses. Camilo Torres est exécuté aussi. Che Guevara sans procès. Donc c'est vrai que c'est aussi une période qui est extrêmement violente, malgré derrière les couleurs, derrière tout ça. Et pour Che Guevara, par exemple, j'avais montré, il y a un journaliste algérien qui a été formé à Prague, en même temps que Vera Chytilova. Ensuite, il a tourné en Angola, et il a fait aussi des photographies. Et lui, par exemple, a fait un carnet de voyage qui est directement inspiré du Che. Sauf qu'après, cette fois, c'était aussi en Afrique, lui d'Afrique du Nord. Il n'est pas d'Afrique au niveau de l'Angola, de l'Afrique subsaharienne. Mais il a vraiment écrit un carnet. Il est resté plusieurs mois et il a fait des photos iconiques comme celle-ci, d'une femme aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours très souvent les mêmes motifs qui circulent selon les lieux et les endroits. Et j'ai vu qu'il y avait le musée de Californie où il y a cette photo, en fait. C'est parce que ça a été repris, sa photographie, dans quelque chose qui est contre c'est devenu un peu une lecture altermondialiste. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de réel. Enfin, il y a vraiment des liens et Michel Firk qui a été entraîné, dont je parlais, la critique française, elle était entraînée par Cuba, Régis Debray, mais des gens de tous les pays, du Japon, et ça c'est quelque chose de très important, cette mise en relation, et de voir aussi un territoire commun, ça a été quelque chose de très très important, effectivement, et qu'il ne faut pas oublier, avec des échanges aussi de pratiques, mais des différences. Il faut avoir un regard critique. Par exemple, les Black Panthers, certaines directions n'ont pas la même implication. Dans le film de William Klein, on le voit, il parle avec les gens du Vietnam, c'est pas la même chose. Des fois, c'est des manifestations étudiantes. Je sais pas, on prend le Col do Basso en Argentine, c'est pas la même chose qui se passe en Afrique du Sud ou ailleurs. Il y a aussi des différences, des spécificités. Et le problème, c'est que ça, c'est vraiment l'effet Solanas, c'est qu'il met tout le temps au même plan, tout au même plan, tout au même plan, et à la fin, ça finit par se dissoudre. Et même Mario Handler, il y a un film qui s'appelle Liberarse, où à la fin on voit Tupamaros créer 2-3 nouveaux Vietnam, et il dit maintenant, quand je vois ces images, il n'a pas honte, mais presque, il dit mais on voit un Vietnamien qui se fait tuer en Uruguay, avant la dictature, je parle. C'était pas ça, ils étaient arrêtés, mais pas tués comme au Vietnam. Et il dit quelque part de comparer, créer 2-3 Vietnam, Uruguay, Montevideo, Hanoï, même combat. Non, en fait, il y a une part un petit peu d'exagération. Et pour les enfants, il y a aussi un film, là on n'a pas le temps de le montrer, qui a été fait par une cinéaste qui s'appelle Jocelyne Saab. Dans un camp, il y a un camp palestinien et aussi de réfugiés qui s'appelle La Quarantaine en 1976, qui a été rasé par les militants phalangistes chrétiens fascisants, disons. Et elle a créé aussi, on dirait comme une espèce de reenactment, mais elle les a filmés, dessinés et rejoués. Et les enfants, ils faisaient les gestes, ils faisaient ça, et ils refaisaient tout ce qu'ils avaient vu, en fait. C'est un petit film qui dure 10 minutes. Et c'est une cinéaste libanaise donc, qui était, elle, donc libanaise chrétienne, mais qui était toujours solidaire de la cause palestinienne jusqu'au bout. Et avait donc fait un film, Les enfants de la guerre, qui cherche vraiment à dénoncer. Et elle montre aussi, elle est contre la militarisation des milices, elle recourt aux enfants, elle pense vraiment agir d'un point de vue humaniste en disant que les enfants n'ont pas participé à la guerre. Juste au niveau des solidarités, il y a des solidarités idéologiques, d'engagement politique, mais il y a aussi des solidarités qui sont, entre guillemets, des solidarités de couleur. Et je pense, par exemple, au travail de Sarah Maldoror, qui est guadeloupéenne, donc qui est française, et qui est allée représenter un peu pour faire une sorte de contrepoids par rapport à la surreprésentation, ou à la représentation, tout simplement, de la guerre du Vietnam, qui était un point nodal, qui est allée filmer les guerres de décolonisation en Afrique, de décolonisation portugaise, donc en Guinée-Bissau, etc. Donc c'est vrai que c'est important aussi de voir qu'elle se sentait en tant que guadeloupéenne, noire, liée aux Africains, et que là ça forme un autre réseau de solidarité par la couleur. Il faudrait trouver un terme, mais c'est à signaler, et par le cinéma aussi. Ces images qui circulent, on en a vu pas mal, cette sorte de Marianne armée. C'est très fascinant, même d'un point de vue d'histoire de l'art, de comment les images circulent, sont réemployées, alors de notre signification, il y a des petites variations. Je trouve que c'est très séduisant. Et aujourd'hui, on commence à avoir des archives un peu en tête.
Et je pense qu'il faut un regard critique parce que des fois, en fait, dans cette imagerie un peu... Et comme on disait, moi j'en avais parlé avec Ennis Rour qui a fait ce film-là et qui a fait ensuite un film qui s'appelle Anna et les loups, inspiré du film espagnol bien sûr. Et c'est une espèce d'essai comme ça un peu contemplatif. Et elle disait, mais elle ne voulait pas aussi faire une espèce de fascination. On avait dit un peu la même chose à Sarah Maldoror, est-ce qu'en mettant en avant une guérillera. En plus, Sarah Maldoror est la première cinéaste d'origine africaine à étudier Ovgeek à Moscou. Et souvent on leur a dit ça, oui, voilà. Parce que des fois, il y a un film de Godard ici et ailleurs où il passe un peu au rouleau compresseur, beaucoup de représentations traditionnelles, où il montre des photos de SAS, quoi. Je veux dire, Tarantino, c'est ça aussi. Enfin, il y a un côté un petit peu société de consommation avec la femme, comment dire, entre guillemets sexy, qui porte une arme. Il y a les deux en fait. Ça dépend comment c'est. Mais il peut y avoir aussi une espèce de fétichisation absolue. Il y avait même Brigitte Bardot avec des armes. C'était quoi le film des années 60 Viva Maria. Viva Maria, voilà. Exactement. Qui avait été critiqué par les Allemands à la sortie. Ouais. Juste pour dire une chose, mais aussi je trouve que c'est important parce que c'est toutes ces images, c'est toutes ces des luttes ensemble. Après, il y a énormément de tensions derrière. Et quand on voit comment ça s'est construit la tricontinentale du sens pratique, Cuba était très harcelé par la position de Chine. Ouais. Il y a eu vraiment des négociations dures. Et dans cette image de fraternité révolutionnaire, après, il y avait des tensions très très fortes. Donc évidemment, il faut mettre en perspective tout cela. Je suis d'accord, Jean, pour fermer, je pense. Juste un tout dernier mot, effectivement, sur cette question d'être critique par rapport à la mobilisation de l'image de la femme. C'est pour ça notamment que j'évoquais la question kurde actuellement. Il y a une doctorante au Royaume-Uni, je pense qu'elle est irakienne d'origine, je pourrais retrouver son nom, qui a travaillé justement sur l'image et la manipulation en fait des médias européens avec une approche critique qui est assez intéressante. Elle montre comment, quelque part, les Kurdes ont compris les clichés orientalistes un peu, fantasmatiques à l'endroit d'une Amazone orientale, avec forcément un risque de fétichisation de la guerriera sexy qui pose question dans le regard qu'on porte sur ces mouvements. Il y a une réalisatrice catalane qui s'appelle Alba Sotorra qui est allée filmer ces groupes de femmes, uniquement de femmes, et elle a assisté à la blessure, enfin la commandante du groupe a été blessée et elle a décidé de filmer, donc un peu comme anti-héroïne, cette femme qui se remettait de son intervention chirurgicale, qui avait été une femme armée, mais qui est obligée de s'incliner à cause de la blessure et donc effectivement une autre vision en deux parties, avant et après la blessure physiologique et charnelle. Donc effectivement, cette question de la représentation un peu du regard masculin, Laura Mulvey en a parlé. Et colonial, quelque part. Tout à fait. Une prolongation d'un regard colonial. Et je dis une petite chose très vite, c'est pour Cuba, c'est vrai que aussi il y a plusieurs époques, mais ce qui est intéressant pour la tricontinentale, c'est que à l'époque, les seuls l'URSS est gêné par les Chinois qui ont vraiment une attitude révolutionnariste. Plus tard, à la fin des années 60, début des années 70, donc il y aura la rencontre avec Nixon et la Chine, donc la Chine perdra ce rôle. Mais Cuba va occuper un peu cet espace en essayant vraiment de faire quelque chose d'un peu alternatif. Marker le montre bien, mais de créer un espace alternatif, disons. Et il y a des hypothèses. Quand est-ce qu'elle termine la tricontinentale ? Mais en fait, c'est assez peu actif. L'Angola, quand ils veulent faire de la solidarité avec l'Angola, ils n'ont même plus besoin de la tricontinentale, les Cubains. Et en fait... Et même en Amérique latine, au début, donc il y a ce soutien à tous ces mouvements, que ce soit en Colombie avec Camilo Torres, Douglas Bravo, mais à la fin des années 60, ils vont aussi essayer de se rapprocher d'Allende. Et là, il y aura aussi beaucoup de critiques. Et puis il y a aussi effectivement le fait qu'ils interviennent au sein des mouvements eux-mêmes. Donc il y a aussi, c'est pas du tout idyllique. Ils ont des préférences. Au Guatemala, à un moment, des gens ont l'impression d'être lâchés par les Cubains et ce genre de choses. Et il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'artistes et de cinéastes qui sont morts. On pense toujours à Gleiser, mais au Vietnam, qui ont été tués, au Chili bien évidemment. Et donc il y a aussi des photographes ou des cinéastes qui ont payé un cher tribut en fait pour tourner ces images. C'est quelque chose à prendre en compte, bien sûr. Paola, il faudra faire un autre colloque. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes très en retard. Nous allons faire quelques petits changements. Je vais en parler avec les concernés. Merci beaucoup.